Les avancées de l'armée russe et la possible reprise des pourparlers de paix interrompus par Kiev. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a fait une série de déclarations importantes sur l'opération militaire spéciale. Les détails avec Daria Vaganova. Aujourd'hui au Kremlin, Vladimir Poutine a pris la parole devant les diplômés des établissements d'enseignement militaire supérieur et il a beaucoup parlé non seulement de la situation en Russie, donc de la crise ukrainienne, mais aussi de la situation dans le monde. Et selon Vladimir Poutine, cette situation est loin d'être stable. Il a cité comme exemple le conflit armé au Moyen-Orient et selon Vladimir Poutine, il y a des risques d'augmentation des conflits militaires partout dans le monde, y compris en Eurasie. Selon Vladimir Poutine, si auparavant le temps se limitait à soutenir le régime de Kiev, aujourd'hui l'Alliance déclare ouvertement qu'elle se prépare à la guerre avec la Russie. Le schéma de l'Occident dit démocratique est très simple. Il commence par créer des menaces pour notre pays, nous contraignant à prendre les mesures nécessaires à notre autodéfense et à notre protection. Puis il nous accuse immédiatement de tous les péchés capitaux pour justifier la poursuite de leur politique agressive et de leurs actions hostiles envers la Russie. Tout cela nous est parfaitement connu, très familier. Même après l'attaque perfide contre l'Union soviétique le 22 juin 1941, et il s'agissait précisément d'une attaque perfide, l'Allemagne hitlérienne a cherché à accuser l'URSS et Staline d'agression contre ce que nous appelons aujourd'hui les pays de l'Occident. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est encore étudié aujourd'hui dans des milieux quasi scientifiques. Vladimir Poutine a abordé séparément le sujet de l'opération militaire spéciale. Selon Vladimir Poutine, un échange rapide d'informations entre le front et les entreprises de défense a été mis en place. Plus d'un millier d'armements et d'équipements ont été testés en zone de combat l'an dernier, mais la plus grande force de la Russie est son personnel militaire. Vladimir Poutine a affirmé que la Russie est prête à répondre à tout moment à toute menace contre la Russie. La Russie défend d'arrache-pied le principe de sécurité égale et indivisible pour tous. Nous sommes convaincus que cela n'est possible qu'en mettant en place un système multipolaire des relations internationales et en assurant la sécurité militaire de chaque pays. Nous sommes également prêts à répondre de manière rapide et adéquate à toute menace, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Conformément au programme d'armement de l'État, les triades nucléaires font l'objet d'une modernisation constante. Et après la cérémonie solennelle, Vladimir Poutine a poursuivi un échange informel avec les diplômés. Il leur a fait état de la situation sur le front. Il a également parlé des attaques du régime de Kiev contre les infrastructures russes à l'aide de drones. Vladimir Poutine a déclaré que tout l'Occident travaille pour l'Ukraine en livrant des drones à Kiev. Avec une telle pression massive, alors que tout l'Occident travaille pour eux et que ces drones arrivent en flux continu, leur but est de semer le doute concernant les actions de l'armée russe. Quant à ce qui se passe sur le front, ils feignent de l'ignorer. Pourtant, là-bas, nos gars les pilonnent tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, ils avancent sans s'arrêter. Et nous arriverons jusqu'où il le faudra. Plus tard dans la journée, Vladimir Poutine a tenu une réunion avec les membres du gouvernement russe par visioconférence où il a ordonné au gouvernement russe de prendre des mesures supplémentaires pour minimiser l'impact des frappes du régime de Kiev contre les infrastructures dans le pays. Nous constatons clairement qu'à mesure que sa situation se détériore rapidement sur le front, qu'il perd des territoires les uns après les autres et que nos combattants prennent localité après localité, le régime de Kiev adopte la tactique consistant à frapper nos installations et infrastructures civiles. Il tente de créer des problèmes d'approvisionnement énergétique et de nuire à la saison touristique. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent très directement, pour être franc, par divers canaux. C'est la principale différence entre Moscou et Kiev. Si la Russie frappe les installations militaires sur le territoire ukrainien, les entreprises de défense, des infrastructures de carburant et des installations énergétiques, alors Kiev frappe délibérément les cibles civiles, comme par exemple ce terrible attentat contre le collège pédagogique son dortoir à Starobelsk, contre le transport touristique. Quand Kiev frappe les gens qui se dirigent vers leur endroit de vacances en Crimée, et aussi le régime de Kiev frappe des immeubles. Mais malgré tout cela, Vladimir Poutine a parlé de la reprise des pourparlers de paix avec l'Ukraine, les pourparlers qui ont été interrompus à l'initiative de Kiev. Et Vladimir Poutine a dévoilé les bases de pourparlers de paix avec Kiev. La Russie reste toutefois, comme cela a déjà été dit à maintes reprises, prête à des négociations
négociations de paix avec l'Ukraine sur la base des accords conclus à Istanbul et qui, je le rappelle, avaient alors été paraphés par la délégation ukrainienne. Cela signifie donc que ces accords leur convenaient. De notre côté, je ne vois aucune raison de nous en écarter. Mais cela doit se faire sur la base des accords conclus à Istanbul, des modalités discutées à Anchorage, des réalités, surtout des réalités sur le terrain, ainsi que des principes que j'ai exposés il y a quelques années lors de mon intervention au ministère des Affaires étrangères. Vladimir Poutine a assuré que les attentats du régime de Kiev ne peuvent pas changer la situation sur le front où l'armée russe libère territoire après territoire. Le processus diplomatique autour de l'Ukraine est au point mort et la censure en Occident vise à empêcher Moscou de donner son point de vue sur le conflit. Cela n'a pourtant pas empêché le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, d'organiser une table ronde avec 110 ambassadeurs des pays du Sud pour partager son avis sur cette crise. Les détails avec Yuri Aprelev. La diplomatie russe ne ménage pas ses efforts pour faire connaître ses points de vue et opinions, surtout dans un contexte de censure et de désinformation de la part de l'Occident. C'est dans ce contexte que le ministère russe des Affaires étrangères a organisé une 12e table ronde avec près de 110 ambassadeurs et des représentants d'organisations internationales. Le sujet, la crise en Ukraine et le rôle que l'Occident y joue. Aujourd'hui, tant le Royaume-Uni que les pays de l'Union européenne continuent de combler d'armes et d'argent le régime nazi de Kiev, tout en encourageant ses actions ouvertement terroristes. Ils en sont même arrivés au point où ils justifient tout acte criminel du régime de Kiev. Ils accusent explicitement la Russie d'être responsable des violations répétées des frontières de l'Union européenne par des drones ukrainiens. L'événement s'est tenu à l'hôtel Président, en plein cœur de Moscou, il y a quelques enjambées du ministère russe des Affaires étrangères. Les ambassadeurs ont pu échanger avec Sergueï Lavrov sur cette question plus qu'actuelle. La question des menaces ukrainiennes contre la Biélorussie et les frappes que le président Zelensky a menacé de mener a été au cœur de l'introduction de cette discussion. Je tiens donc à rappeler à ceux qui se livrent à ce genre de propagande et de menaces à Kiev, ainsi qu'à ceux qui font de même en Occident, tout en soutenant ce régime nazi, qu'un accord sur les garanties de sécurité entre la Fédération de Russie et la République de Biélorussie, dans le cadre de l'Union Russie-Biélorussie, est en vigueur depuis mars 2025, et qu'en cas de nécessité, nous sommes prêts à prendre l'ensemble des mesures prévues par cet accord afin d'assurer la sécurité de notre allié, et bien entendu, celle de notre Union. De l'Asie à l'Afrique, en passant par l'Amérique latine, les ambassadeurs ont pu avoir accès à une information de première main sur la raison pour laquelle la Russie considère l'Occident comme un acteur principal et responsable du conflit en Ukraine. Ces tables rondes sont aussi une occasion pour la diplomatie russe d'entendre dans un cadre plus formel les points de vue des différentes régions du monde sur ce conflit, alors que le processus diplomatique semble à l'arrêt. Elles permettent aussi au corps diplomatique à Moscou de se retrouver en ces périodes de troubles et discuter sans hystérie et accusations permanentes. Le fait que cet événement ait été le 12e tenu dans ce format montre l'intérêt évident des deux côtés. Nul doute que d'autres suivront sur des sujets tout aussi importants. Preuve en est que l'un des représentants africains a, durant l'événement, posé des questions sur la participation de l'Afrique au processus de négociation sur l'Ukraine, ce à quoi Sergueï Lavrov a répondu de manière positive quant au rôle de l'Afrique. Dès le début de l'opération militaire spéciale, les pays africains se sont montrés prêts à apporter leur aide. Je tiens tout particulièrement à souligner les efforts du président de la République d'Afrique du Sud, Ramaphosa, qui avant le 2e sommet Russie-Afrique en 2023 est venu rencontrer le président Poutine au sein d'un groupe d'une dizaine de pays africains afin de discuter de leur contribution aux efforts pour régler le conflit. Car le dialogue, c'est le cœur de la diplomatie, chose qu'on semble avoir oubliée à Bruxelles, mais pas à Moscou. Même l'un des principaux alliés de Zelensky au sein de l'Union européenne pourrait se détourner de l'Ukraine. Tout cela à cause de la glorification du nazisme par Kiev que la Pologne n'est pas disposée à tolérer. Zelensky risque de perdre l'un de ses principaux alliés, la Pologne, en raison de sa sympathie pour l'idéologie nazie. Et ce conflit est plus grave pour Kiev qu'il n'y paraît à première vue. La glorification par Kiev des figures de l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, responsable des massacres de civils polonais en Volhynie, influence même la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine, prévue les 25 et 26 juin à Gdansk, en Pologne. À la suite de ce conflit ukraino-polonais, qui oppose notamment les dirigeants des deux pays, ni Zelensky ni le président polonais Nawrocki ne seront présents à cette réunion. Pour la Pologne, pays victime du nazisme, le refus de cette glorification est une question de principe absolu. Tous les patriotes comprennent l'ampleur des crimes commis par les nationalistes ukrainiens sur le territoire polonais et à quel point ces événements ont été tragiques. Il est question de l'attitude vis-à-vis de l'histoire, ainsi que du fait que le drapeau bandériste rouge et noir ne soit pas acceptable en Pologne. La classe politique polonaise exprime massivement
massivement son mécontentement. Les responsables se débarrassent ostensiblement des distinctions ukrainiennes qui n'ont plus aucune valeur à leurs yeux. Ainsi, le vice-président du Sénat polonais, Michał Kamiński, a rendu 2 distinctions, dont l'ordre du prince Yaroslav le Sage. Certains députés de la Diète affirment également que l'Ukraine n'a pas sa place au sein de l'Union européenne et de l'OTAN tant que sa dénazification n'aura pas été menée à bien. Si une partie déclare vouloir que leur histoire soit celle de clous enfoncés dans des crânes d'enfants et que ce soit l'histoire de héros nationaux comme Bandera, qui est un criminel de droit commun et qui se doit d'être appelé ainsi, alors nous avons le droit de ne pas construire des relations amicales avec cette Ukraine-là. Il n'y a pas de place pour une telle Ukraine dans la civilisation occidentale, ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, et ce n'est pas surprenant. Nous avons le droit de formuler rigoureusement nos exigences envers l'Ukraine. Et si l'Ukraine veut faire partie de l'Occident à l'avenir, elle doit rayer de sa politique historique l'UPA, armée insurrectionnelle ukrainienne, et Bandera, et ne pas les considérer comme la base de l'État. Nous ne pouvons tout simplement pas être d'accord avec cela. Pour rappel, c'est la décision irréfléchie de Zelensky de donner le nom des héros de l'UPA à l'une des unités de l'armée ukrainienne qui a conduit à une aggravation des relations entre Varsovie et Kiev. Ce franchissement manifeste d'une ligne rouge a provoqué la colère du président polonais, qui est allé jusqu'à retirer à Zelensky la plus haute distinction polonaise, l'ordre de l'Aigle blanc. Il est évident qu'en se voyant privé de cette distinction, le chef du régime de Kiev risque des pertes bien moins symboliques, étant donné que depuis le début du conflit russo-ukrainien, la Pologne est l'un des principaux alliés et fournisseurs d'armes de l'Ukraine. Les conférences Primakov ont débuté aujourd'hui dans la capitale russe. Ce forum réunit chaque année diplomates, experts et responsables politiques autour des grands enjeux de l'actualité internationale. Igor Kurashenko revient sur les moments forts de cette première journée. Multipolarité, relations avec l'Occident, crise en Ukraine, conflit au Moyen-Orient. Les sujets qui redessinent la planète entière sont au cœur de débat aujourd'hui à Moscou. Les conférences Primakov viennent d'ouvrir leurs portes. Ce forum, nommé en l'honneur de l'un des architectes de la diplomatie russe moderne, réunit chaque année celles et ceux qui tentent de décrypter les grandes tendances dans les relations internationales. Et cette année, le débat s'annonce particulièrement animé. Un monde sans règles, la loi du plus fort. C'est le thème de cette édition des conférences Primakov. Des dizaines d'experts, chercheurs, diplomates et responsables politiques venus d'une vingtaine de pays participent au débat. Les analyses divergent parfois, mais une idée semble largement partagée. Le monde unipolaire recule, mais non sans résistance. À Moscou, les autorités envoient la cause dans la politique des pays occidentaux qui remplacent progressivement le droit international par le concept d'ordre fondé sur des règles. Un système à géométrie variable où les principes s'appliquent ou disparaissent selon les circonstances. L'objectif de l'Occident reste le même, défendre le plus longtemps possible le système unipolaire. Si l'on étudie tous les concepts stratégiques fondamentaux de l'OTAN et désormais de l'UE, car l'un ne vaut pas mieux que l'autre, et en ce sens, ils sont en train de fusionner. On y trouve 2 points essentiels. Premièrement, l'OTAN et l'UE existent pour assurer, par tous les moyens militaires, politiques et économiques dont dispose l'Occident, la protection de leurs milliards dorés. Deuxièmement, l'OTAN aspire à établir sa supériorité non seulement dans tous les milieux opérationnels, mais aussi sur tous les théâtres d'opération. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous voyons aujourd'hui les résultats de cette politique. Et les conséquences sont visibles. Le système de sécurité internationale vacille. L'an dernier, la planète connaissait 65 conflits armés, un record depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Europe en offre aujourd'hui un exemple concret. Là où certains parlent de négociations, Bruxelles continue d'envoyer de l'argent et des armes à Kiev. Le récent sommet du G7 à Évian s'est déroulé dans cet esprit. Yuri Ushakov, conseiller du président russe, a présenté la vision russe de cette rencontre. Lors de ce sommet du G7, les Européens ont tout fait pour que l'Occident se prononce de nouveau d'une seule voix, pour que la guerre se poursuive jusqu'au dernier Ukrainien et que l'esprit d'Anchorage soit oublié et éclipsé par celui d'Évian. Le recours à la force est-il devenu la nouvelle norme des relations internationales ou s'agit-il d'une phase de transition vers un monde multipolaire? Pour de nombreux intervenants, la question mérite d'être posée. On est dans un monde qu'on peut caractériser comme multipolaire, c'est clair, mais c'est une multipolarité qui ne connaît pas encore de prévisibilité, de stabilité, de règles
accepté par tout le monde. Et donc, je trouve donc la question de base de cette conférence absolument pertinente. Impossible également d'évoquer l'émergence du monde multipolaire sans parler de l'Afrique. Le continent s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux moteurs de la croissance mondiale. Son poids économique, démographique et politique ne cesse d'augmenter. Il est évident que le monde change très rapidement. En tant que directrice de l'Institut des études africaines, je représente ici, d'une certaine manière, le continent africain, dont le rôle s'accroît tant dans la politique que dans l'économie mondiale. Je ne citerai que 2 exemples. Lors de mon déplacement en Éthiopie en novembre, j'ai pu constater l'ouverture d'un vaste centre d'intelligence artificielle. Pendant la crise dans le détroit d'Ormuz, le Nigeria s'est révélé être le premier exportateur de kérosène au monde. Cela montre que l'importance de l'Afrique ne cesse de croître, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique. Le monde est donc en train de changer.